Vous êtes assis seul dans un théâtre obscurci. L'air est vicié. Le sol est collant. Et votre cœur bat contre votre poitrine comme un oiseau piégé. Sur l'écran géant devant vous, une scène terrifiante se déroule. Un monstre détruit une ville, démolit des bâtiments et poursuit les personnes que vous aimez. Le son est assourdissant. Vous pouvez sentir la vibration de la destruction dans votre poitrine. La panique est réelle. La sueur sur vos paumes est réelle. Poussé par un besoin désespéré de sauver les personnages à l'écran, vous sautez de votre siège. Vous courez dans l'allée, en hurlant sur la toile. Vous agitez les bras, essayant de distraire le monstre. Vous jetez votre popcorn sur l'écran, espérant bloquer physiquement l'image. Vous implorez l'intrigue de changer. Vous vous épuisez à combattre la lumière et les ombres. Mais le film ne s'arrête pas. Le monstre ne se soucie pas de vos cris. La tragédie continue de se jouer, image par image, exactement comme elle a été enregistrée. Vous vous effondrez sur le sol, essoufflé, la gorge irritée, vous sentant totalement impuissant face à cette réalité accablante. C'est exactement ainsi que la plupart des gens vivent toute leur vie. Ils passent des décennies à se tenir dans l'allée, en hurlant sur l'écran. Ils se battent contre leur patron. Ils se battent contre leur conjoint. Ils se battent contre l'économie, le paysage politique et la circulation. Ils croient, de toute leur force, que le problème est là, sur l'écran. Ils croient que s'ils crient assez fort, ou travaillent assez dur, ou s'inquiètent assez intensément, ils peuvent forcer le film à changer. Ils s'épuisent à combattre des reflets, sans jamais réaliser la vérité fondamentale qui change tout. Vous n'êtes pas seulement le public, vous êtes le projectionniste. Si vous voulez changer le film, vous ne combattez pas la toile. Vous devez vous retourner, vous éloigner du bruit, monter les escaliers jusqu'à la cabine de projection et changer la bobine du film. Ce que vous voyez dans votre vie, le stress constant, la trahison récurrente, la peur financière, le sentiment de ne pas être à la hauteur, est simplement la projection d'un film qui se déroule au plus profond de votre propre esprit. C'est une vérité difficile à avaler car elle place la responsabilité directement entre vos mains. Mais c'est aussi la seule vérité qui mène à une véritable liberté. Nous nous promenons en croyant que nous observons un monde objectif, une réalité factuelle, solide et la même pour tous. Mais ce n'est pas le cas. Nous portons une paire de lentilles, faites sur mesure, taillées et polies par chaque traumatisme, chaque leçon d'enfance, chaque peur et chaque croyance tacite que nous avons accumulée depuis le jour de notre naissance. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est. Nous voyons le monde tel que nous sommes. Si ces lentilles sont fissurées par la suspicion, vous verrez un monde rempli de gens qui essaient de vous tromper. Si ces lentilles sont teintées par la peur de l'abandon, vous verrez du rejet dans le message texte retardé d'un ami ou le silence fatigué d'un partenaire. La réalité n'a pas changé. Le texte était juste en retard. Le partenaire était juste fatigué. Mais votre expérience de celle-ci a été détournée par la machinerie dans votre propre esprit. Comprendre cela est la première étape pour devenir inébranlable. Il ne s'agit pas de forcer un sourire ou de prétendre que les choses difficiles ne se produisent pas. C'est une positivité fragile et fausse, qui se brise au moment où la vie vous frappe fort. Nous parlons de quelque chose de bien plus durable. Nous parlons de réaliser que, bien que vous ne puissiez pas toujours contrôler les événements qui vous arrivent, vous êtes le maître absolu du sens que vous leur attribuez. Et lorsque vous changez le sens, vous changez la réaction chimique et émotionnelle dans votre corps. Vous sortez du siège du théâtre et entrez dans la salle de projection. Pour comprendre comment faire cela, nous devons examiner de près la machinerie elle-même. L'esprit humain n'est pas une seule voix unifiée. Il ressemble plus à un iceberg flottant dans une mer sombre. La partie de vous qui écoute ces mots en ce moment, la partie consciente qui fait des plans, décide quoi manger pour le dîner et essaie d'être une bonne personne, n'est que la minuscule pointe qui dépasse de l'eau. Elle représente peut-être 10% de votre traitement mental, mais 90% de qui vous êtes, le poids massif de la glace sous la surface, est le subconscient. C'est le sous-sol de votre psyché. C'est une vaste salle de stockage faiblement éclairée où vous avez entreposé tout ce que vous ne saviez pas comment traiter tout au long de votre vie. La colère qu'on vous a dit être mauvaise quand vous aviez 6 ans, la honte d'un échec dans votre vingtaine, la croyance secrète que vous n'êtes pas tout à fait assez intelligent ou assez attirant.
Nous poussons ces choses dans l'obscurité, verrouillons la porte et espérons qu'elles disparaissent. Nous pensons que si nous ne les regardons pas, elles n'existent pas. Mais l'esprit ne fonctionne pas comme une poubelle. Il fonctionne comme un bac à compost. Rien ne disparaît simplement. Ça fermente. Carl Jung, le psychiatre suisse visionnaire qui a cartographié ce territoire profond, a dit quelque chose qui devrait vous arrêter net. Il a dit « Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. » Pensez aux implications de cela pendant un moment. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé dans le même type de relation, avec des visages différents, mais exactement les mêmes problèmes? Combien de fois atteignez-vous exactement le même plafond financier? Ou tombez-vous dans la même dépression, à la même période de l'année? Vous pourriez appeler cela de la malchance. Vous pourriez appeler cela le destin. Vous pourriez dire « Pourquoi cela m'arrive-t-il toujours ?» Jung appellerait cela de la programmation. Les choses qui se cachent dans le sous-sol mènent la danse. Les blessures non guéries écrivent le scénario de votre vie. Et tant que vous ne descendez pas là-bas et ne lisez pas le scénario, vous continuerez à le jouer, scène après scène douloureuse. L'une des façons les plus rusées dont cette programmation subconsciente fonctionne est en changeant de forme. La peur que vous avez refoulée il y a 10 ans ne revient pas en ressemblant à de la peur. Elle met un costume. Elle se déguise en pensée logique ou en être réaliste. Vous avez un rêve de démarrer une entreprise, de peindre, de voyager ou de dire votre vérité. Mais vous ne commencez jamais. Vous vous dites que vous attendez juste le bon moment, ou que vous avez besoin de plus de recherche, ou que vous êtes perfectionniste. Mais le perfectionnisme n'est que de la peur en smoking. C'est l'enfant terrifié dans le sous-sol qui hurle que si vous produisez quelque chose d'imparfait, vous serez ridiculisé, vous ne serez pas aimé. Alors, vous tergiversez, vous retardez, et vous appelez cela planification. Mais c'est en fait la peur qui serre le volant de votre vie. Tant que vous ne reconnaissez pas ce changeur de forme, vous resterez sa marionnette. Vous penserez que vous faites des choix rationnels, alors qu'en réalité, vous ne faites qu'obéir à une vieille blessure qui a peur d'être touchée. Ce mécanisme interne explique pourquoi nous sommes déclenchés par le monde extérieur. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi un commentaire spécifique d'un collègue ruine toute votre semaine, alors que votre collègue entend le même commentaire et hausse les épaules? Pourquoi une personne klaxonne-t-elle avec rage à un feu de circulation, alors que la personne dans la voiture d'à côté écoute calmement un livre audio? C'est la théorie du velcro. Une insulte, une situation difficile ou un défi est comme un crochet lancé sur vous. Il ne peut s'accrocher à vous que si vous avez une boucle sur laquelle il peut s'accrocher. Si vous êtes lisse, si vous avez guéri cette partie de vous-même, le crochet glisse tout simplement. Il n'y a rien à quoi il puisse s'accrocher. Mais si vous vous promenez avec une insécurité non résolue, avec une boucle de « je ne suis pas assez bon » ou « je ne suis pas respecté » qui pend de votre psyché, ce crochet vous attrapera à chaque fois. La douleur que vous ressentez à ce moment-là est réelle. Mais nous commettons une erreur critique dans le diagnostic de la source. Nous blâmons la personne qui a lancé le crochet. Nous disons « ils m'ont mis en colère » ou « ils ont blessé mes sentiments ». Mais la vérité est bien plus stimulante et bien plus difficile. L'autre personne a simplement révélé une blessure qui était déjà là. Elle a appuyé sur une ecchymose que vous aviez oublié de guérir. Si vous croyez fermement en votre propre compétence, une critique de votre travail ne serait rien de plus qu'un retour d'information, des données à analyser et soit à utiliser, soit à jeter. Cela ne vous tiendrait pas éveillé la nuit, cela ne ferait pas bouillonner votre estomac. Le fait que cela brûle, le fait que cela persiste, est la preuve qu'une partie profonde de vous est d'accord avec eux. Le monde extérieur agit comme un miroir impitoyable. Il nous renvoie exactement ce que nous avons à l'intérieur. Lorsque vous êtes plein de colère, vous trouverez des choses infinies pour être furieux. Vous trouverez le conducteur lent, le caissier impoli, le partenaire insensible. Vous aurez l'impression que le monde conspire pour vous ennuyer. Mais le monde ne fait qu'être le monde. La circulation n'est que des voitures sur l'asphalte. Le conducteur qui vous a coupé la route se bat contre ses propres démons. Il ne sait même pas que vous existez. Votre rage n'est pas causée par la voiture. Elle est causée par la pression qui s'accumule dans votre propre réservoir, cherchant n'importe quelle excuse pour s'évacuer.
C'est pourquoi vous ne pouvez pas trouver la paix en changeant votre situation. Vous pouvez déménager dans une cabane tranquille dans les bois, mais si vous apportez votre esprit bruyant avec vous, le silence finira par vous rendre fou. Vous pouvez changer de partenaire, mais si vous ne guérissez pas l'insécurité qui a détruit la dernière relation, vous trouverez un moyen de détruire la nouvelle. Le décor change, mais le film reste le même parce que le projecteur n'a pas changé. Cela nous amène à un changement essentiel dans la façon dont nous gérons notre vie intérieure. La plupart d'entre nous traitent nos émotions inconfortables comme des intrus ou des ennemis. Lorsque l'anxiété frappe à la porte, nous la barricadons. Nous prétendons qu'il n'y a personne à la maison. Lorsque la tristesse s'insinue, nous montons le volume de la télévision, faisons défiler nos téléphones ou versons un verre. Nous faisons tout notre possible pour engourdir, distraire ou supprimer le sentiment. Nous sommes terrifiés que si nous laissons entrer l'émotion, elle prenne le dessus et ne reparte jamais. Mais combattre une émotion, c'est comme essayer de maintenir un grand ballon de plage rempli d'air sous l'eau. Vous pouvez le faire, mais cela demande un effort constant et épuisant. Vos bras se fatiguent. Votre concentration se rétrécit. Vous ne pouvez pas profiter de la baignade, parce que toute votre énergie est consacrée à maintenir ce ballon vers le bas. Et finalement, inévitablement, votre prise se relâchera, et ce ballon jaillira de l'eau avec 10 fois plus de force, vous frappant au visage. C'est la crise de la quarantaine. C'est le burn-out soudain. C'est l'explosion de rage à propos d'une assiette sale. C'est le résultat d'années à maintenir le ballon de plage vers le bas. La personne qui sait maîtriser ne combat pas le ballon de plage. Elle le laisse flotter. Elle comprend que les émotions ne sont pas des ennemis, ce sont des messagers. Chaque sentiment négatif que vous avez jamais eu livrait une lettre de votre subconscient. L'anxiété est souvent un message que vous vivez dans un avenir qui ne s'est pas encore produit, essayant de contrôler des variables qui sont hors de votre portée. C'est un signal pour revenir au présent. La colère est un message très spécifique qu'une limite a été violée. Elle vous dit que soit quelqu'un a franchi une ligne avec vous, soit vous avez franchi une ligne avec vous-même en acceptant quelque chose que vous ne vouliez pas faire. La tristesse est le messager de la libération, vous disant que quelque chose doit être lâché, qu'un chapitre s'est terminé et que vous devez le pleurer pour aller de l'avant. L'envie, peut-être l'émotion la plus mal comprise, est en fait une boussole. Elle vous indique ce que vous voulez secrètement pour vous-même. Si vous enviez la liberté d'un ami, c'est un message que vous vous sentez piégé. Si vous enviez le succès créatif de quelqu'un, c'est un message que vous négligez votre propre créativité. Si vous tirez sur le messager, vous n'obtenez jamais les informations. Vous restez coincé dans le sentiment sans comprendre la cause. Le chemin pour être inébranlable implique une sorte d'alchimie émotionnelle. Au lieu de résister au sentiment, vous ouvrez la porte et l'invitez à entrer. Vous vous asseyez avec lui. Vous lui demandez « Qu'est-ce que tu es venu me montrer ?» Cela semble abstrait, mais c'est profondément pratique. La prochaine fois que vous ressentez une poussée de jalousie, au lieu de vous faire honte ou de vous en prendre à la personne que vous enviez, faites une pause. Regardez la jalousie. Posez-lui des questions. Habituellement, elle pointe un laser sur un désir que vous avez refoulé. L'émotion est une carte de votre propre croissance. Lorsque vous cessez de résister et commencez à écouter, la tension s'évapore. Le ballon de plage flotte inoffensivement à la surface. Vous préservez votre énergie pour vivre, plutôt que de la gaspiller à la suppression. Mais comment faites-vous réellement cela dans le feu de l'action ? Il est facile d'être philosophique quand la vie est calme, quand vous êtes assis dans une chaise confortable en écoutant cet audio. Mais qu'en est-il lorsque la pression est forte ? Qu'en est-il lorsque votre patron crie, ou que votre adolescent claque des portes, ou que votre compte bancaire est à découvert ? Vous avez besoin d'un outil, vous avez besoin de la capacité de vous dissocier du drame. La plupart d'entre nous vivons notre vie dans la perspective du jeu de tir à la première personne, voyant tout à travers nos propres yeux, réactifs et immédiats. Pour reprendre le contrôle, vous devez apprendre à engager l'observateur silencieux. Considérez cela comme le lancement d'un drone. Lorsque vous êtes dans une dispute animée ou lorsque vous sentez la panique monter, visualisez une caméra qui se soulève de votre corps et plane dans le coin du plafond. Regardez la scène d'en haut. Voyez-vous comme un personnage dans la pièce. Voyez l'autre personne comme un personnage. De ce point de vue, la situation semble différente. Vous pouvez voir que le personnage
Vous, et rouge de colère, sur la défensive et effrayé. Vous pouvez voir que l'autre personne a l'air fatiguée, désespérée ou confuse. Vous voyez la dynamique, pas seulement l'attaque. Ce changement de perspective crée ce que le psychiatre Viktor Frankl appelait l'écart. Frankl, qui a survécu aux horreurs des camps de concentration, a découvert que même lorsque tout est enlevé, une liberté demeure. La liberté de choisir son attitude. Il a dit qu'entre le stimulus, ce qui vous arrive, et votre réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir et notre liberté. La plupart des gens n'ont pas d'écart. Le déclencheur se produit et la réaction se déclenche instantanément. Quelqu'un crie. Il crie en retour. Quelque chose tourne mal, il panique. Ce sont des robots, programmés par leur passé, exécutant un scénario qu'ils n'ont pas écrit. L'observateur silencieux élargit l'écart. Il vous achète 3 secondes de santé mentale. Dans ces 3 secondes, vous pouvez choisir une réponse qui vous sert, plutôt qu'une réaction qui vous sabote. Vous pouvez vous demander « Cette réaction m'aide-t-elle » Vous pouvez réaliser « Il ne s'agit pas de moi. Cette personne a une crise à cause de son propre stress. » Dans ce moment de détachement, vous devenez intouchable. Vous n'êtes plus une feuille qui souffle dans le vent des humeurs chaotiques des autres. Vous êtes l'arbre, racines profondes, tronc solide, le vent souffle. Les branches peuvent se balancer. Mais vous ne vous cassez pas. Vous êtes sorti du film et entré dans la cabine de projection. Une fois que vous avez établi cet écart, une fois que vous avez arrêté le saignement automatique de votre énergie, vous devez examiner le code que vous exécutez. Votre esprit est comme un jardin. C'est un cliché parce que c'est vrai, mais nous le prenons rarement au sérieux. Si vous ne plantez pas de fleurs, les mauvaises herbes pousseront. Vous n'avez pas à planter de mauvaises herbes. Elles apparaissent d'elles-mêmes. La peur, le doute, le cynisme et l'insécurité sont les mauvaises herbes de l'esprit. Ils ne demandent aucun effort à cultiver. La confiance, la paix et la clarté sont les fleurs. Elles nécessitent de l'arrosage et de la protection. Chaque pensée que vous entretenez est une graine. Lorsque vous passez votre matinée à vous rendre au travail en rejouant une dispute de la veille ou en vous inquiétant d'une réunion qui n'a pas encore eu lieu, vous arrosez les mauvaises herbes. Vous donnez vos précieux nutriments mentaux aux choses mêmes qui vous étouffent. Le cerveau possède un mécanisme appelé neuroplasticité. Cela signifie que votre matériel n'est pas fixe. Il est malléable. Vous recablez constamment votre cerveau avec vos pensées. Si vous pensez constamment « je suis anxieux », vous construisez une autoroute pour l'anxiété dans votre cerveau. Vous facilitez et accélérez la sensation d'anxiété pour votre cerveau la prochaine fois. Nous tombons dans des pièges identitaires. Nous utilisons des phrases comme « je suis juste une personne sensible »,« j'ai un mauvais caractère » ou « je ne suis pas doué avec les gens ». Nous portons ces étiquettes comme de vieux manteaux confortables, sans réaliser qu'ils sont des camisoles de force. Ils restreignent nos mouvements. Ils deviennent des prophéties auto-réalisatrices. Si vous croyez que vous êtes socialement maladroit, vous entrerez dans une pièce la tête baissée. Vous éviterez le contact visuel et vous enverrez des signaux de « laissez-moi tranquille ». Les gens réagiront à ces signaux en vous laissant tranquille. Et vous direz « Vous voyez ? Je vous avais bien dit que j'étais socialement maladroit. » Vous avez créé la réalité que vous craigniez. Mais vous pouvez réécrire le code. Cela commence par attraper ces pensées dans l'espace que vous avez créé. Lorsque la pensée arrive, « Je ne peux pas faire ça, j'aurais l'air stupide ». Vous l'attrapez. Vous la regardez. Vous demandez « Est-ce vrai ? Ou est-ce juste un vieil enregistrement qui joue depuis le sous-sol ?» Vous n'êtes pas obligé de croire toutes les pensées que vous avez. Vous pouvez choisir de la remplacer. Cela semble faux au début, comme écrire avec votre main non dominante. On a l'impression de se mentir à soi-même, mais si vous persistez, si vous choisissez consciemment de considérer un échec non pas comme une catastrophe, mais comme des données, vous commencez à créer de nouvelles voies neuronales. Vous commencez à devenir une personne qui apprend, plutôt qu'une personne qui s'écrase. Vous cessez d'être la victime de votre biologie et vous en devenez l'architecte. Ce travail interne change inévitablement votre monde extérieur. Et c'est là que les choses se compliquent. Lorsque vous commencez à intégrer ces ombres et à réécrire votre code, vous entamez le processus d'individuation. C'est le voyage qui consiste à devenir qui vous êtes réellement, indépendamment de ce que vos parents,
votre culture ou votre partenaire voulait que vous soyez. Cela semble héroïque, mais c'est souvent perturbateur. Lorsque vous cessez de jouer le rôle de celui qui veut plaire à tout le monde, les personnes que vous aviez l'habitude de satisfaire seront contrariées. Elles diront que vous avez changé. Elles diront que vous êtes égoïste. Elles pourraient même essayer de vous culpabiliser pour que vous repreniez votre ancienne forme. C'est le test. C'est là que vous apprenez la véritable définition des limites. Une limite n'est pas un mur que vous construisez pour exclure les gens, c'est une porte que vous construisez pour protéger votre propre santé mentale. C'est un acte de profond respect de soi. Imaginez que votre vie est une maison avec de beaux planchers blancs. Si vous avez passé votre vie à laisser les gens traverser votre maison avec des chaussures boueuses parce que vous aviez peur qu'ils ne vous apprécient pas si vous leur demandiez de les enlever, vos planchers sont ruinés. Vous êtes plein de ressentiment. Vous nettoyez constamment après eux et vous êtes en colère. Lorsque vous dites enfin « Veuillez enlever vos chaussures », ils pourraient être agacés. Ils aimaient ne pas avoir à défaire leurs lacets. Ils pourraient dire que vous êtes difficile, mais vous n'êtes pas responsable de leur agacement. Vous êtes responsable de votre plancher propre. Apprendre à dire non sans une longue explication apologétique est un super pouvoir. Cela signale au monde, et plus important encore, à votre propre subconscient, que vous vous appréciez. Lorsque vous respectez votre propre temps et votre propre énergie, les autres commencent à le respecter aussi. Les personnes qui s'éloignent n'étaient là que pour ce qu'elles pouvaient vous prendre. Les personnes qui restent sont celles qui vous respectent, pour qui vous êtes. Cette transition peut être solitaire, mais elle est nécessaire. Vous élaguez les branches mortes pour que l'arbre puisse grandir, mais vous ne pouvez pas atteindre ce niveau de clarté si vous êtes noyé dans le bruit. Nous vivons dans un monde terrifié par le silence. Nous remplissons chaque seconde de libre avec des podcasts, de la musique, des nouvelles et du défilement. Nous vérifions nos téléphones au feu rouge. Nous regardons des vidéos pendant que nous mangeons. Nous faisons cela parce que le silence est confrontant. Dans le silence, les murmures du sous-sol se font plus forts. Le deuil non résolu, la question lancinante de « est-ce tout ce qu'il y a ?» Tout remonte à la surface lorsque le bruit s'arrête. Mais vous devez faire face au silence. Vous devez dégager des moments de solitude, qui est différente de la solitude. La solitude est la douleur d'être seul. La solitude est la gloire d'être seul. Dans ces moments de calme, sans l'apport du monde, vous pouvez entendre votre propre intuition. Vous pouvez vérifier la bobine du film. Vous pouvez voir où vous projetez, où vous souffrez et où vous guérissez. Vous commencez à accorder votre radio interne à une nouvelle fréquence. Lorsque vous êtes plein de peur, vous diffusez la peur et vous captez tous les signaux de danger dans l'environnement. Lorsque vous cultivez le calme intérieur, vous diffusez la paix et vous commencez à remarquer des opportunités et des connexions que vous étiez auparavant trop chaotiques pour voir. C'est comme entrer dans une pièce avec un système nerveux calme par rapport à un système nerveux frénétique. La pièce est la même, mais votre expérience de celle-ci est radicalement différente. Considérez l'océan. C'est la métaphore parfaite du soi inébranlable. À la surface, l'océan est à la merci de la météo. Il y a des vagues massives, des tempêtes déchaînées et des vents chaotiques. Si vous vivez votre vie à la surface, vous serez ballotté à chaque fois que la météo change. Vous aurez le mal de mer, vous serez épuisé et vous réagirez constamment au haut et au bas. Mais si vous descendez à seulement 6 mètres sous la surface, l'eau est plus calme. Si vous descendez à 30 mètres, il y a le calme. La tempête peut faire rage au-dessus, détruisant des navires et martelant le rivage. Mais dans les profondeurs, il y a une paix absolue. L'eau est dense, silencieuse et non perturbée. Devenir inébranlable ne signifie pas que vous arrêtez la tempête. Vous ne pouvez pas arrêter les événements de la vie. Des êtres chers tomberont malades. Les marchés s'effondreront, des accidents se produiront et des gens vous décevront. Vous ne pouvez pas arrêter les vagues à la surface. C'est la nature de la vie, mais vous pouvez approfondir votre tirant d'eau. Vous pouvez cultiver une profondeur de caractère et de conscience qui vous permet de vous ancrer dans le calme en dessous. Vous êtes témoin de la tempête. Vous naviguez dans la tempête, mais vous ne devenez pas la tempête. Vous réalisez que vous êtes l'espace dans lequel vos émotions se produisent, pas les émotions elles-mêmes. Vous êtes le ciel, et vos sentiments ne sont que la météo. La météo change toutes les heures,
mais le ciel reste. C'est la forteresse du soi intérieur. Elle est construite brique par brique, choix par choix. Elle est construite chaque fois que vous choisissez de faire une pause au lieu de crier, chaque fois que vous choisissez d'observer votre peur au lieu d'y croire, chaque fois que vous choisissez de vous valider au lieu de mendier des applaudissements de la foule, chaque fois que vous choisissez de faire face à une vérité douloureuse au lieu de l'anesthésier avec une distraction. Ce n'est pas une destination à laquelle vous arrivez une fois pour toutes. C'est une pratique, c'est une façon d'être à laquelle vous vous engagez, jour après jour. Alors, la prochaine fois que vous sentirez la chaleur de la colère monter dans votre poitrine, ou l'étreinte froide de l'anxiété vous serrer l'estomac, souvenez-vous de la salle de cinéma. Ne vous levez pas et ne criez pas à l'écran. Ne gaspillez pas votre précieuse force vitale à combattre des reflets. Asseyez-vous, prenez une profonde inspiration. Entrez dans la cabine de projection. Examinez le film. Demandez-vous, à travers quel objectif est-ce que je regarde? Qu'est-ce que cette émotion essaie de m'enseigner? Qui est l'observateur qui regarde cela se produire? Et rappelez-vous que tant que c'est vous qui faites fonctionner le projecteur, le film peut toujours être changé. Vous avez le pouvoir de transformer une tragédie en un voyage de héros. Vous avez le pouvoir de transformer la victimisation en victoire. Ce n'est pas un travail facile. C'est le travail le plus difficile que vous ferez jamais. Mais la récompense est la possession de la seule chose qui compte vraiment, vous-même. Lorsque vous atteignez enfin cet état, vous devenez un phare pour les autres. Les gens sont attirés par ceux qui sont centrés parce qu'ils en ont assez d'être ballottés par leur propre tempête. Votre calme devient contagieux. Votre clarté devient un cadeau pour ceux qui vous entourent. Vous cessez d'avoir besoin que le monde soit parfait pour être heureux. Vous cessez d'avoir besoin que les gens soient d'accord avec vous pour vous sentir en sécurité. Vous êtes simplement solide, profond, inébranlable. Et dans cet état d'être, vous réalisez que la paix que vous recherchiez dans l'argent, dans le statut, dans les relations et dans le contrôle, n'était jamais là-bas. Elle a toujours été là, à vous attendre pour que vous cessiez de crier, que vous vous retourniez et que vous la trouviez en vous-même.